tu feras ce que je dis, ou tu es mort pour la famille. Alors, j'ai porté plainte, et j'ai regardé toute la famille péter les plombs. Alors, mon père m'a agressé physiquement sur le parking de mon travail, parce que je ne voulais pas laisser mon frère Tiroflan squatter chez moi. Ensuite, j'ai porté plainte et j'ai vu toute ma famille perdre la tête. Accrochez-vous, car cette histoire prend des tournures inattendues. J'ai 28 ans, et j'ai finalement échappé à ma famille toxique il y a 3 ans. Mon jeune frère, Nathan, 25 ans, est l'enfant chéri qui n'a jamais été tenu responsable de quoi que ce soit de toute sa vie. Je parle d'un favoritisme d'un tout autre niveau, qui pousserait un psychologue comportementaliste à écrire une thèse entière. En grandissant, j'étais la bête de somme de la famille. J'ai commencé à travailler à 15 ans, débarrassant les tables dans un restaurant local, j'ai économisé chaque centime, et j'ai maintenu de bonnes notes, parce que c'est ce que font les gens responsables. Pendant ce temps, Nathan passait son adolescence à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 4 heures du matin, et à traiter notre mère comme un service de ménage personnel. Son linge sale s'empilait dans sa chambre jusqu'à ce que des choses commencent littéralement à y pousser, et maman allait quand même tout nettoyer, tout en me disant que je devais être plus compréhensif envers sa personnalité créative. Le favoritisme a commencé tôt et n'a jamais cessé. Quand j'avais 12 ans et Nathan 9, nous voulions tous les deux des vélos pour nos anniversaires. J'ai eu un vélo d'occasion d'un vide-grenier. Nathan, lui, a eu un VTT flambant neuf d'un magasin de sport, qui a coûté 400 $. Quand j'ai souligné la différence, ma mère m'a dit que je devrais être reconnaissant d'avoir eu quelque chose. C'est au lycée que ça s'est vraiment intensifié. J'ai trouvé mon premier emploi à 15 ans, parce que je voulais de l'argent pour des choses comme aller au cinéma ou acheter mes propres vêtements. Quand Nathan a eu 15 ans, mon père l'a carrément dissuadé de trouver un travail, en lui disant qu'il devait profiter de sa jeunesse. J'avais un couvre-feu à minuit pendant tout le lycée. Peu importe que ce soit un week-end ou un soir d'école. Minuit était la limite. Si je la dépassais de 20 minutes, j'étais puni pendant 2 semaines. Nathan, lui, n'avait aucun couvre-feu. Il pouvait rentrer à 3 heures du matin un mardi, et personne ne disait un mot. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé 800 $ pour acheter une Honda Civic d'occasion. Je l'ai payé moi-même, j'ai payé ma propre assurance. Nathan a eu 16 ans, et mes parents lui ont acheté une Nissan Altima de 2 ans comme cadeau d'anniversaire. Quand j'ai demandé pourquoi j'avais dû acheter ma propre voiture, alors que Nathan en avait reçu une sur un plateau d'argent, mon père a répondu « Tu économisais déjà pour en avoir une de toute façon, donc ça arrangeait tout le monde. » Les doubles standards académiques étaient pires. J'ai été puni pendant une semaine pour avoir eu un B+ en chimie. Mon père m'a fait tout un sermon sur le fait que je n'exploitais pas mon potentiel. Nathan a raté 3 matières lors de sa dernière année de lycée. 3. Mes parents lui ont engagé un tuteur privé à 50 $ de l'heure, 2 fois par semaine, et ont blâmé ses professeurs de ne pas savoir le motiver correctement. Quand j'avais 19 ans, que je travaillais à plein temps tout en suivant des cours dans une université communautaire, mes parents ont commencé à me faire payer un loyer mensuel de 600 $. Leur raisonnement ? J'étais un adulte maintenant, et je devais apprendre le sens des responsabilités. Cool. D'accord. C'est logique. Sauf que Nathan a eu 19 ans 2 ans plus tard, et a continué à vivre complètement sans payer de loyer. Quand j'ai soulevé ce point, mon père m'a balancé son fameux « chaque enfant est différent ». Et Nathan n'est pas encore prêt pour ce genre de pression. J'ai payé un loyer pendant 3 années consécutives en vivant à la maison et en allant à l'université communautaire. Cela fait un total de 21 600 $. Nathan a vécu sans payer de loyer pendant 25 ans. J'ai payé mes propres cours à l'université communautaire tout en travaillant 50 heures par semaine. J'ai économisé pendant 2 ans, j'ai été transféré dans une université d'État, et j'ai obtenu un diplôme en comptabilité. J'ai traversé cette scène sans aucune dette, parce que j'avais travaillé d'arrache-pied pour éviter les prêts. Mon cadeau de diplôme ? Une carte cadeau Amazon de 75 $ et un dîner dans une chaîne de restaurants, où mon père a passé tout le repas sur son téléphone. Le jour de ma remise de diplôme était en fait assez déprimant. J'avais travaillé pendant 6 ans d'affilée, en maintenant de bonnes notes tout en faisant des semaines de travail complètes, et j'avais réussi à obtenir mon diplôme sans un seul dollar de dette. Mes parents sont arrivés avec 15 minutes de retard et se sont assis au fond. D'autres familles avaient des pancartes et des ballons. La mienne n'avait rien apporté. Au dîner,
Personne n'a posé de questions sur mes perspectives d'emploi ou mes projets, juste un « bon travail » avant de pivoter immédiatement pour parler de l'avenir de Nathan. La carte cadeau était dans une carte d'anniversaire de pharmacie, sans qu'aucun d'eux n'ait écrit quoi que ce soit à l'intérieur, à part leur nom. Le reçu d'activation de ce matin-là était encore glissé à l'intérieur. Nathan s'est inscrit à l'université l'année suivante. Il a abandonné après 3 semestres, car il passait plus de temps à faire la fête qu'à étudier. Mes parents ont tout payé, jusqu'au dernier centime. Plus de 35 000 $ au total. Frais de scolarité, logement, nourriture, argent de poche, tout. Il a raté plus de la moitié de ses cours et a arrêté. Leur réponse ? Lui dire que ce n'était pas grave, et qu'il le soutiendrait dans tout ce qu'il déciderait de faire ensuite. J'avais payé toute mon éducation moi-même, obtenu mon diplôme avec mention et sans dette, et j'avais reçu une carte cadeau Amazon. Nathan a flambé 35 000 $ en fait, et on lui a dit qu'il était courageux d'avoir essayé quelque chose de nouveau. Après mon diplôme, j'ai décroché un bon poste de comptable junior dans une entreprise de taille moyenne. Le salaire était solide, rien de fou, mais assez pour commencer à construire une vraie vie. J'ai vécu avec 2 colocataires dans un appartement exigu pendant 2 ans, en économisant chaque dollar que je pouvais. Pas de sortie au restaurant, pas d'abonnement dont je n'avais pas besoin. Je préparais mon déjeuner chaque jour. J'étais focalisé sur un seul objectif, avoir mon propre appartement, où je n'aurais plus jamais à gérer le dysfonctionnement de ma famille. Pendant ces 2 années, Nathan a enchaîné les petits boulots à temps partiel. Il a travaillé dans un magasin de détail pendant 3 mois avant de démissionner parce que son manager était trop strict. Il a essayé d'être coach personnel pendant environ 6 semaines, avant de décider que se lever tôt n'était pas son truc. Il a livré de la nourriture pendant 1 mois, avant que sa voiture ne tombe en panne et qu'il ne décide que le travail n'en valait pas la peine. Chaque fois qu'il démissionnait, mes parents l'accueillaient à la maison à bras ouverts, sans aucune attente qu'il contribue à quoi que ce soit. Pendant ce temps, je continuais à trimer. Pas de vacances, pas de nouvelle voiture, rien de tape à accent grave-l'œil. Juste travailler, économiser, recommencer. Mes collègues m'invitaient à des happy hours, et je refusais, parce que ces verres à 8 $ finissent par coûter cher. Ils pensaient que j'étais ennuyeux. Je pensais que j'étais motivé. Enfin, il y a 3 ans, j'avais assez économisé. J'ai trouvé un appartement d'une chambre dans un quartier correct. Rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. J'ai signé le bail, j'ai emménagé avec le strict minimum de meubles, et j'ai eu l'impression d'avoir gagné au loto. Plus de drames familiaux, plus de doubles standards, plus besoin de marcher sur des œufs. Juste la paix et le silence dans mon propre espace. La première nuit dans mon appartement, j'ai commandé une pizza et je me suis assis sur mon canapé bon marché, dans mon salon vide, et j'ai simplement apprécié le silence. Pas de parents qui se disputent pour de l'argent. Pas de Nathan qui joue aux jeux vidéo à plein volume à 2 heures du matin. Pas de tension. Juste moi et ma médiocre pizza au pepperoni, dans une solitude glorieuse. J'ai gardé un contact minimal avec ma famille après avoir déménagé. Je me présentais pour les grandes fêtes, car les couper complètement me semblait trop extrême. Mais j'ai arrêté d'aller à chaque dîner ou événement familial aléatoire. Mes parents ont fait semblant d'être blessés. Mais honnêtement, ma santé mentale s'est améliorée de façon spectaculaire. Je ne me comparais plus constamment à Nathan, ni ne me sentais jamais assez bien. J'existais simplement selon mes propres termes. Le travail se passait bien. J'avais eu 2 augmentations en 3 ans, je gérais de plus gros comptes, et mon patron a mentionné que j'étais en bonne voie pour une promotion. Rien d'explosif, juste une croissance de carrière stable, construite en étant présent et en faisant du bon travail. Je construisais enfin la vie stable et sans drame que j'avais toujours voulu. Puis, il y a environ 4 mois, Nathan s'est pointé à mon appartement sans prévenir, un mardi soir. J'ai ouvert la porte et il était là, dans mon couloir, avec 2 sacs de sport et son PC de jeu dans une boîte. Aucun avertissement, aucune annonce, il est juste apparu comme une mauvaise fête surprise. « Hey mec, je peux squatter ici un petit moment » a-t-il dit, en essayant déjà de me dépasser avec ses sacs. J'ai bloqué la porte. « Quoi ? Non. De quoi tu parles ? » Apparemment, nos parents avaient finalement atteint leurs limites. Nathan vivait à la maison sans payer de loyer depuis 25 ans, ne contribuant à rien,
et passant ses journées à jouer à des jeux vidéo et à faire des petits boulots qu'il quittait au bout de quelques semaines. Mon père en avait eu marre et avait dit à Nathan qu'il avait un mois pour soit commencer à payer $400 de loyer mensuel, soit trouver un autre endroit où vivre. Nathan, naturellement, n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a juste continué à vivre là sans payer de loyer, en supposant que papa bluffait. Spoiler, papa ne bluffait pas. Ils avaient eu une énorme dispute ce matin-là, et mes parents ont dit à Nathan qu'il devait partir. Donc, sa solution brillante a été de se présenter chez moi, en s'attendant à ce que je l'accueille tout simplement. « Allez, frérot. Ce sera comme au bon vieux temps, a-t-il dit. Comme si notre enfance avait été une expérience de complicité nostalgique, au lieu de moi tirant toujours la courte paille pendant qu'il se la coulait douce. Non, ai-je dit sèchement. Tu ne peux pas rester ici. Son visage est passé de amical à confus, puis à agacé, en environ 3 secondes. T'es sérieux, là? Je suis ton frère. Oui, et c'est mon appartement, pour lequel j'ai travaillé d'arrache-pied. Tu n'emménages pas. Il a essayé tous les angles. Ce ne serait que temporaire. Il trouverait un travail et commencerait à contribuer. Il serait super silencieux et je ne remarquerais même pas sa présence. Il aiderait aux tâches ménagères. Et ainsi de suite. Chaque promesse ressemblait exactement aux innombrables autres promesses qu'il avait faites et rompues tout au long de sa vie. Je suis resté ferme. Nathan, tu dois te débrouiller tout seul. Je ne suis pas ton plan de secours. Alors tu vas juste me laisser devenir sans abri? Vraiment sympa, frérot. Tu n'es pas sans abri. Tu as des options. Tu peux trouver des colocataires, trouver un travail à plein temps, louer une chambre quelque part. Tu as 25 ans. Débrouille-toi, comme nous tous avons dû le faire. Il est resté là 1 minute, s'attendant clairement à ce que je cède. Quand je ne l'ai pas fait, il a ramassé ses sacs et est parti sans un mot de plus. J'ai fermé la porte, les verrouillé, et je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité. J'avais travaillé trop dur pour ma tranquillité pour la laisser perturber par quelqu'un qui n'avait jamais fait face à une vraie conséquence de sa vie. J'aurais dû savoir que ce ne serait pas la fin. Le lendemain, ma mère a appelé. J'ai laissé le message sur le répondeur. Elle a appelé 3 autres fois. Puis mon père a appelé. D'autres messages vocaux. Puis Nathan, puis de nouveau ma mère. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué ma journée. Ce soir-là, j'ai finalement écouté les messages. Ceux de ma mère étaient tous des variations de « Comment as-tu pu faire ça à ton frère ?» La famille, c'est fait pour s'entraider, et « Je ne t'ai pas élevé comme ça ». Celui de mon père était plus direct, « Rappelle-moi tout de suite. Nous devons parler de Nathan. » Le message de Nathan disait simplement que j'étais un crétin égoïste et qu'il s'en souviendrait. Je n'ai rappelé aucun d'eux. La semaine suivante, les appels et les textos ont continué. Ma mère a essayé de me culpabiliser. Mon père a essayé l'autorité. Nathan a essayé les deux. J'ai tout ignoré. Les messages étaient incessants. Ma mère appelait en pleurant, parlant d'abandonner la famille. Mon père laissait des messages vocaux avec sa voix autoritaire, exigeant que je le rappelle immédiatement. Les textos de Nathan allaient du désespoir à la colère, d'abord suppliant, puis m'accusant d'être un frère horrible. Une nuit, vers 2 heures du matin, Nathan a appelé 11 fois d'affilée. Le message vocal qu'il a laissé était un monologue décousu sur le fait qu'il n'arrivait pas à croire que son propre frère lui ferait ça. Qu'il m'avait toujours admiré. De la pure manipulation. Nous n'avions jamais été proches. Les textos de ma mère étaient des chefs-d'œuvre de culpabilisation. Ton frère dort sur le canapé d'un ami à cause de toi. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même en sachant que ta famille souffre. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Puis ma tante s'en est mêlée. Puis ma grand-mère. Apparemment, c'était devenu une crise familiale totale. Ma tante a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais tourné le dos à Nathan. Ma grand-mère a dit que j'étais cruel et qu'elle priait pour moi. Mais voilà le truc. Pas un seul d'entre eux n'a proposé d'héberger Nathan. Ma tante avait une chambre d'amis. Ma grand-mère avait un appartement entier en sous-sol. Mais non, j'étais le sauveur désigné parce que j'avais réussi à mettre de l'ordre dans ma vie. Ma mère a même essayé de coordonner une visite surprise à mon appartement avec ma tante. Je les ai vus à travers le Judas un soir,
toutes les deux debout dans mon couloir. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, en silence, pendant qu'elle frappait pendant 5 minutes. Finalement, j'ai dit à travers la porte, je vous vois. Je n'ouvrirai pas cette porte. S'il vous plaît, partez. Ma tante a essayé de me raisonner. Chérie, nous voulons juste parler. Nous sommes une famille. Il n'y a rien à régler. Nathan doit trouver son propre logement. Au revoir. Elles sont restées là encore 10 minutes. J'ai mis des écouteurs et je les ai laissées perdre leur temps. J'ai envoyé un SMS groupé à tout le monde. Nathan a 25 ans. Il peut trouver un travail et son propre logement comme n'importe quel autre adulte. Je ne discuterai plus de cela. Puis j'ai mis la conversation de groupe en sourdine et je suis retourné à mon existence paisible. La réponse a été immédiate. Mon téléphone a vibré sans arrêt pendant 1 heure. Des messages allant de « Tu es sans cœur » à « Tu t'en souviendras ». Je n'ai pas lu la plupart d'entre eux. Ma mère a envoyé un message disant que j'avais changé depuis que j'avais déménagé. Que mon appartement chic et mon travail m'avaient rendu froid et égoïste. L'ironie était presque drôle. Je n'avais pas changé. J'avais juste cessé d'accepter un traitement inégal, et soudain, cela faisait de moi le méchant. Pendant environ 2 semaines, les choses se sont calmées. Je pensais qu'ils avaient abandonné et que Nathan avait trouvé un endroit où dormir. J'avais tort. Un jeudi soir, je quittais le travail vers 18 heures. La journée avait été longue. J'étais fatigué et j'avais hâte de rentrer chez moi, de me faire des pâtes et de regarder des émissions stupides. Je suis sorti de mon immeuble de bureau pour me diriger vers le parking, en direction de ma voiture. C'est là que j'ai vu le camion de mon père garé juste à côté de ma voiture. Il était appuyé contre sa portière conducteur, les bras croisés, me regardant droit dans les yeux. Mon estomac s'est noué immédiatement. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Il était venu ici exprès, attendant probablement depuis je ne sais combien de temps. J'ai pensé faire demi-tour et rentrer à l'intérieur, mais cela me semblait lâche. J'avais 28 ans. Je pouvais gérer une conversation avec mon père, alors j'ai continué à marcher. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit alors que je m'approchais. « Je rentre à la maison, papa. Si tu veux parler, tu peux m'appeler. » Je t'ai appelé. Tu ne réponds pas. Parce qu'il n'y a rien à discuter. Je t'ai déjà donné ma réponse concernant Nathan. Sa mâchoire s'est contractée. Monte dans mon camion. Maintenant. Non, je rentre chez moi. J'ai essayé de le contourner pour aller vers ma voiture, mais il s'est mis devant moi, me barrant le chemin. Nous étions dans une section assez vide du parking. La plupart des gens étaient déjà partis. Il y avait quelques voitures éparpillées, mais personne à proximité. « Tu vas m'écouter » dit-il, sa voix baissant d'un ton. « Nathan est ton frère. Tu vas le laisser rester chez toi jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. » Non, je ne le ferai pas. Ce n'est pas une demande. Je suis un adulte avec mon propre appartement. Tu n'as pas à me donner d'ordre sur ce que j'en fais. C'est là que son attitude a changé. Le masque du père frustré est tombé, et quelque chose de plus dur a pris sa place. Tu te crois tellement meilleur que nous tous, n'est-ce pas? Avec ton appartement chic, ton travail de comptable, tu agis comme si tu étais trop bien pour aider ta famille. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quiconque. Il s'agit de limites. Des limites, a-t-il répété, en riant presque. Tu veux parler de limites? Et la limite de ne pas abandonner ton frère quand il a besoin d'aide? Il n'a pas besoin d'aide. Il a besoin de conséquences. Il y a une différence. Mauvaise chose à dire. Je l'ai vu dans ses yeux à la seconde où les mots ont quitté ma bouche. Sale petit ingrat, a-t-il dit, en se rapprochant. Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant, on t'a nourri, logé, payé tes études, j'ai payé mes propres études. Et tu m'as fait payer un loyer tout en laissant Nathan vivre gratuitement. Parce que Nathan avait besoin de soutien. Toi, tu t'es toujours bien débrouillé tout seul. Donc je suis puni pour être responsable? Tu n'es pas puni. On te demande d'aider ta famille. Mais apparemment, tu es trop égoïste pour comprendre ça. J'en ai fini avec cette conversation, ai-je dit, en essayant à nouveau de le contourner. Il m'a attrapé le bras, fort.
Nous n'avons pas fini. Lâche-moi. Pas avant que tu n'acceptes d'aider ton frère. J'ai retiré mon bras, et il a attrapé ma chemise à la place, me tirant en arrière. Papa, lâche-moi. Tu feras ce que je dis, ou tu es mort pour cette famille. Tu me comprends? Avant que je puisse répondre, il m'a poussé en arrière. J'ai trébuché mais je me suis rattrapé. Ça n'arrivait pas. Ça ne pouvait pas vraiment arriver. Mon propre père, sur le parking de mon travail, devenant violent avec moi parce que je ne voulais pas laisser son fils préféré squatter mon appartement. Tu as jusqu'à demain pour appeler Nathan et lui dire qu'il peut t'emménager, a dit papa. Sinon, ne te donne même pas la peine de te présenter à un événement familial. Tu ne seras plus le bienvenu. Ça me va, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Si c'est comme ça, alors c'est fini entre nous. C'est là qu'il m'a frappé. Je ne l'ai même pas vu venir. Il a décoché un coup de poing qui m'a atteint en plein sur le côté du visage, près de l'oreille. L'impact m'a projeté sur le côté, et je suis tombé lourdement sur l'asphalte. Mes lunettes ont volé et ont glissé sous une voiture voisine. La douleur a explosé dans mon crâne et j'ai senti le goût du sang. J'étais au sol, désorienté, et il se tenait au-dessus de moi, respirant fort. Lève-toi. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas vraiment. Ma tête bourdonnait et j'essayais de réaliser que mon père venait de me frapper dans un parking, comme dans une bagarre de bar. J'ai dit, lève-toi. Il s'est penché et a attrapé mon col, me soulevant à moitié avant de me repousser au sol. Mes mains se sont éraflées sur la surface rugueuse du parking. Tu crois que tu peux manquer de respect à cette famille? Me manquer de respect? Il m'a donné un coup de pied dans les côtes, pas assez fort pour me casser quelque chose, mais suffisamment pour que la douleur traverse tout mon torse. Je me suis recroquevillé instinctivement, essayant de me protéger. Tu vas aider ton frère, a-t-il dit, debout au-dessus de moi. Parce que c'est ce que fait une famille. Et si tu ne le fais pas, alors tu ne fais plus partie de cette famille. Compris? Je n'ai rien dit. J'étais toujours au sol. J'avais mal partout et je passais en revue mes options. Riposter ne ferait qu'aggraver les choses. Essayer de fuir serait inutile. Alors je suis juste resté à terre. Après quelques secondes, il a semblé réaliser ce qu'il avait fait. Sa posture a changé, est devenue moins agressive. Écoute, juste Nathan a besoin de ça. C'est ton frère. Arrête d'être têtu et fais ce qu'il faut. Puis il est retourné à son camion, est monté dedans et est parti. Me laissant allongé sur le parking, en sang. Je suis resté là 1 minute, peut-être 2, juste à respirer et à faire le point. Mon visage me faisait mal là où il m'avait frappé. Mes côtes me lançaient à cause du coup de pied. Mes mains étaient écorchées par l'asphalte, mais rien ne semblait cassé. J'étais juste contusionné, ensanglanté, et absolument furieux. Lentement, je me suis relevé, j'ai retrouvé mes lunettes, heureusement intactes, et je les ai remises. J'ai vérifié mon reflet dans la vitre de ma voiture. J'avais une coupure sur la joue qui saignait pas mal, et je sentais déjà l'enflure commencer le long de ma mâchoire. Ma chemise de travail était déchirée au col et tachée de sang. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là un moment. Mes mains tremblaient. Je n'arrêtais pas de rejouer ce qui venait de se passer. Mon père, l'homme qui était censé me protéger, venait de me battre dans un parking parce que je ne voulais pas soutenir mon frère tir au flanc. Puis quelque chose a fait-il dans mon cerveau. Un calme étrange m'a envahi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le 911. L'opérateur a répondu et j'ai dit très clairement, je dois signaler une agression. Mon père vient de m'attaquer dans un parking. Je leur ai donné toutes les informations. Mon emplacement, mon nom, le nom et la description de mon père, son numéro de plaque d'immatriculation, tout. L'opérateur a dit qu'ils envoyaient des agents et a demandé si j'avais besoin d'une ambulance. J'ai dit non. Je pouvais me rendre moi-même à l'hôpital si nécessaire, mais je voulais déposer un rapport de police. 2 voitures de police sont arrivées en moins de 10 minutes. J'ai fait ma déposition aux agents, leur ai montré mes blessures, leur ai raconté exactement ce qui s'était passé, que j'avais refusé de laisser mon frère emménager avec moi, que mon père m'avait confronté sur mon lieu de travail, m'avait physiquement empêché de partir, puis m'avait agressé quand j'avais refusé de changer d'avis. Un agent a pris des photos de mon visage,
de mes mains écorchées et de la déchirure de ma chemise. L'autre a noté tous les détails. Les informations de mon père, la chronologie des événements, les menaces qu'il avait proférées. Ils ont demandé s'il y avait des caméras de sécurité. Il y en avait. Mon immeuble de bureau avait des caméras couvrant le parking. Voulez-vous porter plainte, a demandé un des agents. Absolument. Ils ont semblé un peu surpris. Apparemment, les cas d'agression familiale se terminent généralement par des gens qui se rétractent ou essaient de régler ça en privé. Mais j'ai été limpide. Je veux porter plainte pour coups et blessures. Je veux que cela soit documenté et poursuivi en justice. Les agents ont dit qu'ils contacteraient mon père et l'arrêteraient probablement. Ils m'ont demandé si je me sentais en sécurité en rentrant chez moi ou si j'avais besoin de rester ailleurs. J'ai dit que ça irait. Mon père ne savait pas où j'habitais. Je ne lui avais jamais donné ma nouvelle adresse après avoir déménagé. Après leur départ, je me suis assis dans ma voiture et j'ai appelé la sécurité de mon lieu de travail. J'ai expliqué ce qui s'était passé et j'ai demandé les enregistrements du parking de ce soir-là. Ils ont dit qu'ils les conserveraient et les fourniraient à la police sur demande. Puis je me suis rendu dans une clinique d'urgence, je me suis fait examiner et j'ai documenté chaque blessure. Le médecin a noté la contusion faciale, les ecchymoses aux côtes, les mains écorchées. Tout a été photographié et consigné dans un rapport médical. Quand je suis rentré chez moi, il était presque 23 heures. J'étais épuisé, endolori et vidé émotionnellement. Mais je ressentais aussi quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pendant des années, j'avais été le punching ball de la famille, au sens figuré. Ce soir, c'était devenu littéral, et j'avais enfin tracé une ligne infranchissable. J'ai envoyé un SMS à mon patron pour lui expliquer que j'avais eu un incident et que j'aurais besoin de mon lendemain. Il m'a immédiatement appelé, inquiet. Je lui ai donné les grandes lignes. Un conflit familial qui a dégénéré. La police était impliquée. J'avais des documents médicaux. Il m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin et que les RH seraient mis au courant, puisque cela s'était produit sur le parking de l'entreprise. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et probablement plus de 100 messages textes. Je n'en ai lu aucun. J'ai fait du café, j'ai pris des antidouleurs, et j'ai attendu. Les messages allaient de l'incrédulité à la fureur. Ma mère avait laissé 6 messages vocaux, chacun plus hystérique que le précédent. Le premier était confus, pourquoi la police est-elle ici? Qu'est-ce que tu leur as dit? Appelle-moi tout de suite. Au 6e, elle hurlait dans le téléphone que je détruisais notre famille et que je ferais mieux de réparer ça immédiatement. Les messages de Nathan étaient prévisiblement égocentriques. Mec, c'est quoi ce bordel? Papa se fait arrêter parce que tu ne sais pas prendre une blague. Et, belle façon de surréagir, frérot. Maintenant tout le monde est en colère contre moi à cause de tes drames. Pas une seule fois il n'a semblé comprendre que le vrai problème était peut-être que notre père m'avait battu dans un parking, et non ma réaction à cet acte. Ma tante a envoyé un SMS disant qu'elle était choquée et consternée par mes actions, que la famille n'appelle pas la police pour la famille, et que je devrais avoir honte. Ma grand-mère a envoyé un message disant qu'elle priait pour moi parce que j'avais clairement perdu le nord. Divers cousins ont donné leur avis, la plupart négatifs. Vers 10 heures du matin, 2 policiers se sont présentés à ma porte. Ils m'ont informé qu'ils étaient allés arrêter mon père ce matin-là. Il était inculpé pour coups et blessures. Il avait été placé en garde à vue, fiché, et était détenu en attendant une audience pour sa libération sous caution. Les agents m'ont dit que l'arrestation ne s'était pas bien passée. Mon père avait apparemment essayé de prétendre que tout cela était un malentendu, que j'étais dramatique, que les familles ont des désaccords, et que cela n'avait pas besoin d'impliquer la police. Ma mère était présente lors de l'arrestation, hystérique, hurlant aux agents qu'ils détruisaient leur famille pour rien. Les agents m'ont demandé si je voulais une ordonnance restrictive. J'ai dit oui. Ils m'ont aidé à remplir les papiers sur le champ. En quelques heures, mon père avait une ordonnance restrictive temporaire lui enjoignant de rester à au moins 500 pieds de moi, de ma maison et de mon lieu de travail. C'est là que mon téléphone a vraiment explosé. Ma mère a appelé 15 fois d'affilée. Ma tante, ma grand-mère, Nathan, même des cousins à qui je parlais à peine. Tout le monde avait un avis sur ce que j'avais fait. J'ai finalement répondu à l'appel de ma mère.
Elle était hystérique, hurlant sur le fait que j'avais fait arrêter mon père. Comment pouvais-je faire ça à la famille? Est-ce que je ne comprenais pas que cela allait ruiner sa vie? Il pourrait perdre son travail, etc. Il m'a agressé, maman, ai-je dit calmement. Dans un parking, parce que je ne voulais pas que Nathan emménage avec moi. Ce n'était pas si grave. Tu exagères tout. Il m'a frappé au visage et m'a donné des coups de pied alors que j'étais au sol. Tu as dû le provoquer. Ton père ne t'attaquerait pas sans raison. Et voilà. Même avec moi, battu et ensanglanté, j'étais encore en quelque sorte fautif à ses yeux. Son système de l'enfant chéri ne pouvait pas admettre la possibilité que peut-être, juste peut-être, papa avait merdé. J'ai des dossiers médicaux, des rapports de police et des enregistrements de caméras de sécurité. Ce n'est pas sujet à débat. Si tu témoignes contre lui, si tu vas jusqu'au bout, tu n'es plus mon fils. Tu m'entends? Tu seras mort pour cette famille. D'accord, ai-je dit et j'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de mon père, celui de Nathan et celui de ma tante. Quiconque avait quelque chose à dire sur ma décision a été bloqué. En 1 heure, j'avais coupé les ponts avec une quinzaine de membres de ma famille. La paix a été immédiate et glorieuse. Au cours des jours suivants, j'ai appris par certains cousins qui ne m'avaient pas harcelé que ma famille était en pleine déconfiture. Mon père avait été libéré sous caution, mais faisait face à des accusations criminelles. L'ordonnance restrictive signifiait qu'il ne pouvait pas venir aux réunions de famille si j'étais là. Ma mère disait à tout le monde que j'avais détruit la famille pour rien. Nathan vivait maintenant chez ma tante et se plaignait apparemment de ses règles. Elle lui faisait payer un loyer mensuel de $300 et l'obligeait à participer aux tâches ménagères. Ma grand-mère a essayé d'organiser une sorte d'intervention. Elle a appelé mon téléphone professionnel, que j'avais oublié de bloquer, et a laissé un message sur sa déception, sur le fait que je déchirais la famille et que je devais abandonner les charges immédiatement et passer l'éponge. Elle a vraiment dit ça, passer l'éponge, comme si les points de mon père sur mon visage n'étaient qu'un léger faux pas social que nous devions tous oublier. J'ai sauvegardé ce message vocal et l'ai ajouté à mon dossier. Parce que voici ce que ma famille ne comprenait pas. Il ne s'agissait plus de la situation de logement de Nathan. Il s'agissait du fait que mon père m'avait agressé physiquement pour avoir posé une limite. Si j'abandonnais les charges et laissais passer ça, le message serait clair, il pouvait me faire tout ce qu'il voulait, et je l'accepterais. Ma famille élargie a commencé à choisir son camp. Certains parents que je connaissais à peine ont commencé à publier des statuts vagues sur les réseaux sociaux, à propos de « faux membres de la famille » et de « gens qui tournent le dos quand les choses deviennent difficiles ». Je n'ai répondu à rien de tout cela, je ne me suis pas engagé, je les ai juste laissés être en colère dans leurs propres espaces. Quelques cousins m'ont contacté en privé pour me soutenir. L'une d'elles m'a envoyé un long message sur la façon dont elle avait géré un favoritisme similaire en grandissant avec ses frères et sœurs, et à quel point elle était fière de moi de tenir bon. Un autre cousin a dit qu'il avait toujours pensé que mes parents traitaient Nathan différemment et qu'il n'était pas surpris que cela ait finalement explosé. Leur soutien m'a aidé, mais n'a pas changé ma résolution. Je le faisais, que l'on me soutienne ou non. Le processus judiciaire a suivi son cours. Mon père a pris un avocat qui a essayé de présenter cela comme un différend familial qui avait mal tourné. Mon avocat a présenté les images de sécurité du parking, les rapports médicaux, ma déposition, et le témoignage d'un collègue qui avait vu une partie de l'incident depuis une fenêtre du bureau. Ma famille a intensifié sa campagne de harcèlement. Comme je les avais bloqués pour la plupart, ils sont devenus créatifs. Ma mère m'a envoyé une lettre manuscrite de 8 pages à mon appartement, détaillant toutes les façons dont je détruisais notre famille. Pas une seule fois elle n'a mentionné que peut-être, mon père n'aurait pas dû me battre. Ma tante a réussi à obtenir mon numéro de téléphone professionnel et a appelé en demandant à me parler. Lorsque la réceptionniste a dit que je n'étais pas disponible, elle s'est lancée dans un discours sur le fait que j'avais fait quelque chose de terrible. Les RH ont dû envoyer une note de service sur le fait de ne pas divulguer les informations des employés. Une cousine s'est même présentée dans le hall de mon immeuble de bureau. J'ai continué à marcher vers l'ascenseur pendant qu'elle me suivait en parlant de « loyauté familiale ». La sécurité de l'immeuble l'a escortée dehors. Les images étaient accablantes. Une vidéo d'une clarté cristalline montrant mon père m'attrapant, me poussant, me frappant, me donnant des coups de pied alors que j'étais à terre. Son avocat a essayé d'argumenter la provocation,
mais le procureur a rapidement mis fin à cela. Il n'y a aucune justification légale pour battre son fils adulte dans un parking. Environ 3 semaines plus tard, l'avocat de mon père a proposé un accord de plaidoyer. Si j'abandonnais les charges, mon père plaiderait coupable d'une accusation moindre, ferait des travaux d'intérêt général et maintiendrait l'ordonnance restrictive pendant 1 an. Je l'ai rejeté immédiatement. Il peut plaider coupable de coups et blessures, ou nous allons au procès. Ce sont les seules options. Ma famille a perdu la tête quand ils ont appris que j'avais refusé l'accord. Ma mère a laissé un message au bureau de mon avocat, me suppliant de reconsidérer ma décision. Ma grand-mère m'a envoyé une lettre recommandée remplie de citations bibliques sur le pardon. Ma tante s'est de nouveau présentée à mon appartement avec Nathan. J'ai regardé à travers mon Judas pendant qu'il restait là pendant 20 minutes. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble et les ai fait expulser tous les deux. Avec chaque personne qui essayait de défendre ce que mon père avait fait ou de le minimiser, ma résolution ne faisait que se renforcer. Ce n'était pas si grave, et, la famille pardonne, ne faisait que confirmer que je faisais le bon choix. L'affaire est allée en procès. C'était assez simple. Le procureur a présenté les preuves. L'avocat de mon père a fait de son mieux avec une cause perdue d'avance. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Le procès a duré 2 jours. Les images du parking ont été montrées au jury. Plusieurs jurés ont physiquement réagi lorsque mon père m'a frappé et que je suis tombé. Une femme a eu un hoquet de surprise. La vidéo montrait tout clairement. Mon témoignage a occupé la majeure partie du 2e jour. J'ai gardé une voix calme et factuelle, juste un récit clair de ce qui s'est passé. L'avocat de mon père a essayé de me piéger lors du contre-interrogatoire avec des questions sur ma relation avec mon frère et si j'en voulais à mes parents. J'ai répondu à chaque question calmement. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Mon père a été condamné à 6 mois de prison locale avec possibilité de semi-liberté, plus 2 ans de probation, des cours de gestion de la colère, et l'ordonnance restrictive a été prolongée à 5 ans. Il aurait également une condamnation pour agression sur son casier judiciaire en permanence. Le jour du verdict, je n'étais pas autorisé dans la salle d'audience à cause de l'ordonnance restrictive, mais mon avocat m'a appelé juste après avec le verdict. Je me suis assis dans mon appartement, dans l'espace pour lequel j'avais si durement travaillé, et je n'ai ressenti absolument rien d'autre que de la satisfaction. Les retombées familiales ont été nucléaires. Ma mère m'a renié publiquement sur les réseaux sociaux, a posté une longue diatribe sur la façon dont j'avais détruit notre famille par orgueil et égoïsme, comment j'avais envoyé mon père en prison pour un désaccord mineur, et comment elle avait honte de m'appeler son fils. Plusieurs parents ont commenté en étant d'accord avec elle. J'ai fait des captures d'écran de tout ça, je les ai sauvegardées, et je n'ai jamais répondu à un seul mot. Nathan a essayé une dernière fois de me contacter par l'intermédiaire d'un ami d'un ami. Il m'a envoyé un message disant qu'il avait emménagé chez notre tante, qu'il avait trouvé un travail dans un entrepôt, et qu'il essayait de remettre sa vie sur les rails. Il a dit qu'il espérait que j'étais content de ce que j'avais fait et que je finirais par regretter d'avoir détruit notre famille à cause de mon ego. J'ai bloqué cette personne aussi. 2 mois après le verdict, j'ai appris par l'un de mes cousins neutres que les choses s'effondraient. Mon père a perdu son travail. Sa condamnation pour agression l'a empêché de passer la vérification des antécédents, nécessaire pour le renouvellement de son habilitation de sécurité. Ma mère a dû prendre des heures supplémentaires pour couvrir leur prêt immobilier. Nathan s'est fait virer de l'entrepôt après 3 semaines pour être arrivé en retard à plusieurs reprises, et il était de retour chez ma tante, vivant sans payer de loyer, laquelle était apparemment au bord de la crise de nerfs. 3 mois plus tard, ma tante a appelé mon téléphone professionnel, le seul numéro qu'elle avait que je n'avais pas bloqué. Elle a laissé un message disant que Nathan avait abusé de son hospitalité, qu'elle ne pouvait plus se permettre de le soutenir, et me demandant si je reconsidérerais ma décision. J'ai supprimé le message vocal sans même le finir. 4 mois après le procès, j'ai été promu comptable senior. Cela s'est accompagné d'une augmentation de 20% et de mon propre bureau. Mon patron m'a pris à part et m'a dit que l'entreprise appréciait mon professionnalisme pendant cette situation personnelle difficile, et que je l'avais gérée avec une maturité impressionnante. À la même période, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un que j'avais rencontré lors d'une conférence professionnelle. Elle s'appelle Jennifer. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai donné un aperçu de ce qui s'était passé avec ma famille. Sa réponse, bien joué d'avoir su te protéger. Quiconque défend la violence ne mérite pas d'être gardé dans son entourage.
Nous sommes ensemble depuis environ 6 mois maintenant. Elle n'a jamais suggéré une seule fois que je devrais me réconcilier avec ma famille ou leur donner une autre chance. Elle respecte simplement que j'ai pris une décision et que je m'y suis tenu. 6 mois après le procès, ma grand-mère est décédée. Cause naturelle, rien de dramatique. Je l'ai appris via Facebook. Je ne suis pas allé à l'enterrement. Ma mère a posté un message sur la façon dont certains membres de la famille ont choisi de ne pas honorer sa mémoire, et plusieurs personnes ont commenté en demandant qui pourrait bien sauter les funérailles de sa propre grand-mère. Un cousin avec qui j'étais encore en contact m'a dit que ma mère avait fait une crise de nerfs à l'enterrement, pleurant sur le fait que sa famille était détruite et que j'avais déchiré tout le monde. Mon père, apparemment, était assis au fond, l'air misérable, toujours au chômage. Nathan est arrivé en retard et est parti tôt. J'ai envoyé des fleurs au salon funéraire avec une carte qui disait simplement « Sincères condoléances ». C'est tout. Pas de présence, pas de drame, pas d'explication. 8 mois plus tard, Nathan s'est fait arrêter pour conduite avec un permis suspendu. Apparemment, il avait accumulé un tas de contraventions impayées et son permis avait été suspendu depuis des mois, mais il continuait à conduire quand même. Ma tante l'a fait sortir sous caution, puis l'a mis à la porte de chez elle le lendemain. Il a fini par retourner vivre chez mes parents. J'ai appris tout cela par ma cousine qui me tenait au courant. Elle a dit que la maison de mes parents était un cauchemar. Mon père, déprimé et en colère d'avoir perdu son travail, ma mère épuisée par ses doubles journées, et Nathan de retour dans sa chambre d'enfant, jouant aux jeux vidéo toute la journée comme si rien n'avait changé. Aux alentours du premier anniversaire de l'agression, j'ai reçu une lettre de mon père. Elle est d'abord allée à mon avocat, qui l'a examinée et me l'a transmise. 3 pages de justification, pour la plupart. Il était désolé que les choses aient dégénéré, mais je devais comprendre son point de vue. Il était stressé. Il était frustré. Il n'avait jamais voulu que les choses en arrivent là. Il avait suivi ses cours de gestion de la colère et appris de meilleures stratégies d'adaptation. Il espérait qu'un jour nous pourrions nous réconcilier. Pas une seule fois en 3 pages il n'a réellement dit « J'ai eu tort de te frapper ». Je l'ai classé avec le reste des documents et je n'ai jamais répondu. Le mois dernier, j'ai acheté une maison. Une petite maison de 3 chambres dans un quartier calme, à environ 30 minutes de mon bureau. Jennifer m'a aidé à la choisir. Nous n'emménageons pas encore ensemble, nous prenons les choses lentement, mais elle a sa propre clé et reste la plupart des week-ends. Le jour où j'ai signé pour la maison, j'étais assis sur la terrasse arrière avec un verre, regardant mon jardin, et mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'était Nathan. Comment as-tu eu ce numéro, ai-je demandé. Peu importe. Écoute, je voulais juste dire que je suis désolé, d'accord? Pour tout. Pour être venu chez toi en m'attendant à ce que tu m'accueilles. Pour ne pas t'avoir défendu quand on était enfant. Pour tout ça. Je n'ai rien dit. Papa est au plus mal depuis le procès. Maman s'épuise au travail. La famille s'effondre. Et je sais que c'est de ma faute. Si seulement j'avais pris ma vie en main il y a des années, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as raison, ai-je dit. Ça ne serait pas arrivé. Alors y a-t-il une chance qu'on puisse parler? Peut-être prendre un café ou quelque chose? Non. Allez, mec. J'essaie, là. Je travaille vraiment maintenant. Je paie mon propre loyer, je fais le truc de l'adulte responsable. Ça ne compte pas pour quelque chose? Tant mieux pour toi. C'est ce que tu aurais dû faire ces 7 dernières années. Alors c'est tout? Tu en as juste fini avec nous tous pour toujours? Nathan. Papa m'a battu dans un parking parce que je ne voulais pas te laisser squatter chez moi. Maman l'a défendu. Tu m'as envoyé des messages me traitant d'égoïste. Toute la famille m'a harcelé pour avoir porté plainte. Pourquoi voudrais-je que l'un d'entre vous revienne dans ma vie? Il est resté silencieux 1 minute. Je suppose que je pensais juste je ne sais pas. La famille est censée pardonner, non? La famille n'est pas non plus censée s'agresser mutuellement. On dirait que nous sommes tous les deux confrontés à la déception. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro, et je suis retourné profiter de ma terrasse.